Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des controverses de tram. Aujourd'hui, focus sur les circuits courts, avenir ou mirage. Et si on faisait fausse route en incitant les agriculteurs à aller en ce sens? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Annoni. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, vous vendez en circuit court depuis une vingtaine d'années en Pays de Loire. Nous accueillons également Christine Léry. Bonjour Christine. Bonjour. Alors, vous êtes directrice d'une organisation de producteurs dans le Grand Ouest. Et puis, nous recevons Jacques Maté, qui est économiste et spécialiste des circuits courts. Bonjour Jacques. Bonjour à tous. Et avant de débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Léchira de Tram, histoire de poser les enjeux du débat. À toi Christophe. Donc, selon le dernier recensement agricole paru récemment, 23% des exploitations françaises commercialisent en circuit court, en vente directe ou par un seul intermédiaire. Et ce chiffre a augmenté de 6 points en 10 ans. Toutefois, malgré un engouement des Français pour une consommation plus locale, vendre en circuit court est vraiment rentable pour les agriculteurs. Pas si sûr si on en croit un rapport de mai 2020 du Conseil général de l'agriculture qui indique qu'il n'y a pas de différence significative de performance économique entre des exploitations qui commercialisent en circuit court et les autres exploitations agricoles de même production. Alors, circuit court ou circuit long, que choisir pour capter la valeur ajoutée? Alors, Jacques Maté, moi j'ai envie de vous poser la question. Quelque part, le rythme de conversion, il n'est pas si important que ça quand même. Non, le rythme de conversion, il n'est pas si important. Après, ce qu'on peut dire, c'est peut-être que les projets sont un peu plus affinés que ce qu'ils étaient il y a une dizaine d'années, peut-être souvent plus ambitieux, donc avec en gros un niveau de chiffre d'affaires plus élevé que ce qu'on voyait il y a une dizaine d'années. Mais ça illustre aussi le fait que c'est quand même un métier compliqué. Agriculteur, c'est déjà gérer une fonction de production. Faire du circuit court, c'est gérer deux fonctions supplémentaires. C'est de la transformation, donc il faut être un bon cuisinier, un bel assembleur, un spécialiste de la logistique, et puis il faut être un commerçant. Donc vous imaginez que sur la tête d'une seule personne, trois métiers complètement différents, c'est quand même un peu compliqué. Et pour vous, Isabelle, il n'y a eu que des avantages à passer au circuit court ou pas? Que des avantages, c'est un choix d'abord. Enfin, il faut pas y voir ça. Enfin, tu sais, il y a toujours des avantages et des inconvénients dans tout ce qu'on fait. Il n'y a jamais que du positif et que du négatif. Après, c'est une question de choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez trouver de plus positif à faire ce choix-là? C'est-à-dire peut-être de l'indépendance, de la liberté, de la créativité. Mais vous allez forcément vous charger peut-être plus en travail ou plus en. Non, non, moi je suis pas, je considère qu'il n'y a pas que du positif ou du négatif dans quelque chose, hein. Après, il y a une tendance à plus de positif par rapport à ce que vous recherchez vous. Ma recherche à moi, c'était l'entrepreneuriat, c'était ma liberté, mon indépendance, la créativité et de me servir de ce que j'étais capable de faire, c'est-à-dire du commercial et de la gestion. Donc, ça m'allait bien. Vous, Christine, vous n'êtes pas franchement convaincue par les circuits courts? C'est pas que je suis convaincu, c'est que, ou pas convaincu, déjà j'ai une grande admiration pour justement ces producteurs qui ont 2 voire 3 métiers. Ensuite, comme le disait Isabelle, c'est un choix. Et nous, on est, en fait, par rapport à l'historique, on est avec un acheteur unique par la filière laitière française. Là, du coup, c'est pas un choix. Et je pense qu'aussi aller vers un circuit court, ça dépend des régions, ça peut dépendre de la production, parce que le lait, c'est quand même un produit frais qu'il faut transformer très rapidement et donc il faut gérer les sous-produits après la transformation. Et je crois que le principal, c'est quand même que le producteur soit bien dans sa ferme, bien dans sa tête et bien dans ses bottes. Je crois que ça, c'est le principal. On commence par ça et ensuite, chacun y va vers ses affinités. Alors, Jacques, chaque fois que je rencontre des producteurs qui ne vont pas, ils me disent souvent, mais attention, aller faire du circuit court, il faut être à proximité d'une grande ville, d'un lieu de passage. Vrai ou faux? Non, il y a aucune corrélation entre, je dirais, la capacité, l'activité, le volume d'activité et la localisation. J'ai autant d'exemples qui sont des contre, qui remettent en cause un peu les bases du marketing, des gens qui sont éloignés de tout et qui ont un niveau de performance très très élevé parce que le produit, leur manière de travailler est au-dessus de tout et qu'il y a des clients qui disent allez chez ces gens-là, faire des kilomètres, c'est pas un problème parce que je veux ce produit-là. Donc, un certain nombre de producteurs ont un produit tellement unique que, en fait, ça dépasse toutes les contraintes, notamment qui peuvent être les contraintes de localisation.
Isabelle, vous confirmez? On est d'accord, parce que moi, la structure qui a bénéficié de ça, c'est la ferme auberge. Et la ferme auberge, moi, les gens, ils faisaient des kilomètres pour venir chez moi. Moi, j'avais statistiquement en fréquentation, j'avais 4% de ma clientèle qui était la commune, 10% du canton, et le reste venait en dehors du canton, c'est-à-dire faisait plus de 30 kilomètres pour venir manger. On en avait approximativement 40% du département, et tout le reste, c'était hors département. Christine, vous avez fait le choix de vendre une coopérative. L'avantage, c'est que vous avez quand même du temps un petit peu plus de disponible que si vous faisiez la vente directe. Alors déjà, c'est les producteurs pour lesquels je travaille livrent au numéro 1 mondial, donc qui n'est pas une coopérative. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'ils s'organisent ensemble, parce que je dirais quand on est sur des gros volumes, et quand on approvisionne le numéro 1 mondial, c'est normalement un atout. Aujourd'hui, le problème, c'est que les producteurs ne réussissent pas à capter justement cette valeur ajoutée, parce que ils n'ont pas la main sur le produit fini. Jacques, vous confirmez, la valeur ajoutée au départ, c'est la première motivation? Sur l'envie et sur les projets en circuit court, là, moi, je suis un peu comme Isabelle, hein, c'est vraiment, il y a des multiples raisons. Tout compte fait, la raison économique, la recherche de valeur ajoutée est peut-être pas aussi présente qu'on puisse le penser. Ça a été plutôt un argument, je dirais, entre guillemets, politique ou agro-politique. Non, je crois qu'il y a aussi plein d'envies, quoi, des envies personnelles de réaliser son propre projet. Le fait de beaucoup de gens disent on aime les gens et donc on veut aller vers eux. Donc voilà, donc quand je suis dans ma ferme tout seul à être un producteur laitier derrière mes vaches, mais peut-être qu'un peu je m'ennuie, donc je veux voir du monde. Alors qu'il y en a d'autres, au contraire, et eux, ils veulent rester avec leurs vaches et surtout voir personne dans la cour de ferme. Donc, ceux-là, il ne faut pas qu'ils fassent de circuit court. Enfin, voilà, il y a des motivations qui sont quand même assez multiples. Hein. Et puis là, d'ailleurs, on le voit en ce moment, on voit arriver notamment des jeunes néo-ruraux. Et quand on regarde les motivations, on est parfois assez loin des motivations économiques. Oui, mais Isabelle, des fois, vous en avez marre de voir du public. Ah oui, ça peut m'arriver, ouais, ça peut m'arriver parce que moi j'en vois beaucoup. Et puis en plus j'ai des associés, j'ai des salariés dans trois structures, donc moi j'en vois beaucoup. Oui, on peut en avoir marre parce qu'avec le temps et les quantités de choses qu'on peut mener, ça peut arriver effectivement. Moi ça m'arrive à l'instant là, au moment de Noël, là c'est la dernière ligne droite, c'est un peu compliqué. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites plein de métiers. Est-ce que vous avez le sentiment de Ah oui, bien oui. les faire tous? Alors moi je vais vous dire une chose, j'étais pas du tout d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, hein. Ah oui, il faut Parce le qu'un dire. agriculteur, normalement, c'est ça qui est grave, c'est c'est un chef d'entreprise. On nous parle de chef d'entreprise. Mais s'il est chef d'entreprise, un chef d'entreprise, ça a multifonction. Ça doit produire, ça doit commercialiser ce qu'il a produit, ça doit gérer et ça doit aussi être en veille pour voir ce qui se fait sur le marché en matériel, en semences ou tout ce que vous voulez. Donc, un vrai chef d'entreprise, ça a toutes ces compétences-là, qu'il soit simplement agriculteur ou qu'il soit dans les circuits courts. Ça, c'est faux. Christine, vous partagez ou pas? Ouais, je pense qu'il y a une alternative entre les deux. Maintenant, c'est comment on passe aussi d'un système à un autre. Et il y a effectivement des producteurs qui veulent rester dans la production. Alors maintenant, j'irais la main sur le prix et tout ce qui peut en découler, c'est un autre sujet qui découle de tout, de l'historique en fait. Hein. Bon, je parle surtout de la filière laitière parce que je la connais plutôt bien. Je veux dire, en France, elle est organisée de telle façon à ce que, effectivement, on a poussé les producteurs vers des volumes. Et au jour d'aujourd'hui, c'est comment leur faire comprendre que s'ils perdent de l'argent sur un petit volume, ils vont forcément perdre plus sur un gros volume. Alors, je vais vous proposer d'avoir un regard un peu plus large au niveau étranger. Et est-ce que la vente en circuit court est aussi développée en Europe? C'est justement la question que nous avons posée à Christophe Dequitte. Il a sorti un livre, Le Tour d'Europe des dynamiques agricoles, et nous lui avons posé cette question d'aller voir un peu dans les différents pays européens si oui ou non la vente en circuit court est développée. Image. Les circuits courts se sont énormément développés en France. C'est un peu une spécialité française. Et je pense qu'ils vont continuer à se développer puisque les agriculteurs veulent engendrer plus de marge par rapport à ce qu'ils produisent. Par contre, on voit ça dans très peu d'endroits en Europe. Aussi organisé, aussi performant, ça n'existe nulle part en Europe. Notamment, on n'en voit absolument pas en Europe de l'Est. Dans le nord de l'Europe, il y en a très très peu, voire quasiment inexistant. On voit quelques agriculteurs irlandais qui vendent des œufs, des framboises, et vous savez, avec une espèce de tirelire où vous mettez votre monnaie directement.
Dans le nord de l'Italie, il y a aussi quelques vendeurs de fromage ou quelques vendeurs de jambon qui le font, mais tout ça est organisé dans les AOP, donc les appellations d'origine contrôlée, de façon extrêmement importante. Et même dans le sud de l'Espagne, où on produit des fruits et des légumes, vous n'en voyez pas beaucoup. Donc c'est une spécialité française. Les circuits courts sont une spécialité française. Jacques, votre réaction? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Christophe. Allez-y, il faut en parler. Parce que moi, je pense que j'ai beaucoup traîné mes guêtres dans beaucoup de pays. Alors, j'ai pas la lecture productive, mais en Europe, bon, l'Italie fait quand même figure de leader. Donc, quand vous êtes en Toscane, des gens en circuit court, il y en a à tous les coins à tous les bouts de cyprès. Et puis, le deuxième endroit où la densité est forte, c'est quand même en Amérique du Nord, quoi. Donc, quand vous êtes dans le Vermont, on considère que l'agriculture du Vermont, c'est à peu près 60 à 70% des producteurs du Vermont sont en circuit court. Donc, moi, j'ai pas d'autres exemples comme ça dans le monde. Donc, sur une densité aussi forte. Alors, si je suis producteur, je me pose la question, est-ce que je dois me lancer ou pas? Est-ce qu'il y a eu un effet Covid? Est-ce que, comme un soufflet, c'est retombé, ou il faut y aller parce que c'est l'avenir? Moi, je vais déjà poser sûr. Je peux en parler parce que moi, du coup, je suis dans un circuit où on a vu beaucoup de choses évoluer et bouger autour de nous. Donc, l'effet Covid a amené beaucoup d'enthousiasme chez les agriculteurs à s'installer, à développer donc de la vente directe, ça c'est sûr. Parce qu'on a bien vu pendant le moment qu'on a vécu en 2020, le premier confinement, surtout, c'est surtout cette période-là qui a déclenché l'envie des gens. C'est-à-dire le fait que les gens n'aient pas la possibilité d'aller suffisamment dans les grands magasins, qu'il y a eu des ruptures sur certaines choses, qui n'ont pas duré, mais bon. Et puis le fait d'être peu concentré dans des surfaces, ça a amené. Et puis ça a aussi révélé l'importance de l'alimentaire, quand même. Mais il y a eu un effet soufflé, c'est quand même redescendu. Oui, c'est vrai que, alors, bon, ce que j'ai dit tout à l'heure, la demande est largement supérieure à l'offre, globalement. Après, il y a des événements qui arrivent qui dynamisent plus ou moins cette demande. Alors, ça a été le cas du Covid, qui a intensifié un peu un certain nombre, 2 ou 3 autres manières de commercer, notamment les drives. Et puis, c'est là que le soufflet est retombé parce que, tout compte fait, les producteurs n'étaient pas tout à fait prêts à alimenter d'une manière régulière les drives. Et notamment, ils n'avaient pas les outils techniques pour gérer les drives, qui pouvaient être, par exemple, les cartes de paiement en direct. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un élément important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement de la technologie commerciale qui s'est développée. Mais je dirais que tous les agriculteurs en circuit court, et loin de là, n'ont pas justement cette technologie-là. Il n'y a qu'à compter le nombre d'agriculteurs qui ont des terminaux avec des cartes. Voilà, donc ça représente à peu près 4 à 5% de l'offre. Donc c'est ridicule. Donc effectivement, dès qu'on a sur ces nouvelles formes de commerce qui se développent, il y a un problème de calage, quoi, en fait. Et donc ça, voilà, c'est tout ça qui freine parfois le fait que le soufflet redescend parce qu'il y a quelques freins. Mais là, ça y est, je pense que on a vu, ça aussi, c'est une manière, on a vu le frein, et puis la réponse, ça a été 1 an après, on voit se généraliser. Bon, je vais peut-être un peu vite, mais quand même, on voit des offres de plus en plus faciles à mettre en œuvre, de terminaux de paiement avec le cellulaire, et puis voilà, donc c'est quelque chose que les producteurs sont en train de s'approprier. Christophe, quel regard porter alors sur les circuits courts? Merci Jean-Paul. Je voudrais juste citer Yuna Chifolo, qui est une spécialiste des circuits courts à l'INRAE, qui, dans une interview à La Voix du Nord l'hiver dernier, a parlé d'une étude du Crédoc qui indique que les Français continuent d'acheter en grande surface, mais ils achètent moins de produits frais qu'ils vont chercher ailleurs, dans d'autres magasins. Toutefois, les circuits courts ne vont donc pas remplacer les circuits longs. Il s'agit plutôt d'un rééquilibrage entre différents formats et différents modes de distribution. Bon. Merci beaucoup. Je dirais plutôt qu'un rééquilibrage, je dirais c'est une alternative, quoi, en fait. Voilà. Donc, si les chiffres, c'est à peu près, on peut dire à peu près 7% de l'offre alimentaire représentée par ces circuits courts, en fait, la vente en direct. Moi, je pense, si déjà à l'horizon 2030, on double
ça va faire 14-15%, ça fera déjà beaucoup d'offres, beaucoup d'agriculteurs, mais ça ne fera pas 80% de l'offre. Donc ça, c'est clair qu'en fait, on ne va pas, là encore, il faut calmer certains militants que je vois de temps en temps. Non, on ne va pas remplacer par ces circuits courts toute l'offre de la GMS. Mais c'est un complément et c'est une différenciation de l'offre alimentaire. Isabelle, Christine. Oui, pardon. Allez, oui, juste ajouter 2 choses. La première, c'est que au moins ce passage a permis aux consommateurs de se rendre compte qu'il y avait des bons produits qui étaient produits à côté de chez eux. Donc le côté local, dynamique de territoire, mais aussi ça leur a prouvé, enfin ils ont redécouvert le goût qui avait été perdu quand même par la standardisation des produits. Et donc le fait que Christophe, tu dises que ils achètent de moins en moins de produits frais en grande surface, eh bien c'est aussi pour ça, parce que je dirais le côté standardisation des produits, et ils en veulent plus. Bon, on pourra en débattre pendant des heures, mais Isabelle, Christine, Jacques et Christophe, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission de TV Agri en partenariat avec Tram. On se retrouve le mois prochain et puis à bientôt. Merci.